La Couronne revient pour sa 5e et avant-dernière saison, mais avec les turbulences des années 90 fournissant la toile de fond des prochains épisodes, la série à succès de Netflix fait l'objet d'un examen plus approfondi pour mélanger les faits avec la fiction. Au milieu des inquiétudes entourant les scénarios de la saison 5 de The Crown, une porte-parole de la série a déclaré que le drame devait être traité comme une fiction et une dramatisation. Elle a déclaré: « La Couronne a toujours été présentée comme un drame basé sur des événements historiques. La 5e série est une dramatisation fictive, imaginant ce qui aurait pu se passer à huis clos pendant une décennie importante pour la famille royale, une décennie qui a déjà été examinée et bien documentée par des journalistes, des biographes et des historiens. Cela est venu après le contre-coup de personnalités publiques, dont l'ancien Premier ministre John Major, qui devrait être une figure clé de la nouvelle saison, et Judi Dench, qui a accusé Netflix d'avoir induit les téléspectateurs en erreur. Ce n'est pas une nouvelle critique de l'émission, beaucoup appelant The Crown pour ne pas avoir averti que ce n'est pas tout à fait vrai. Une clause de non-responsabilité a ensuite été ajoutée à la nouvelle bande-annonce de la saison, indiquant que l'émission est une dramatisation fictive, inspirée d'événements réels. Avant la sortie de la nouvelle saison, Express.co.uk revient sur certains des scénarios précédents pour voir s'ils sont soutenus par l'histoire ou dramatisés pour épaissir l'intrigue. Saison 1. La première saison de la série à succès de Netflix met en scène les défis personnels et politiques auxquels est confrontée la reine Elisabeth II. Se déroulant sur 10 épisodes, l'émission explore des événements allant du mariage de la princesse Elisabeth, jouée par Claire Foy, et Philip Mountbatten Matt Smith, en 1947, au dernier jour du mandat de Winston Churchill, John Lithgow, et aux tensions croissantes. Sur le canal de Suez. Sa Majesté n'a jamais eu le béguin pour Porchy. Les premières saisons se concentrent sur le mariage d'Elisabeth et Philippe et vers la fin de la saison 1, la relation du couple est sous une pression intense. La Couronne dépeint la relation entre la jeune reine et son ami d'enfance, Lord Porchy Porchester, comme étant plus qu'une simple amitié et montre que Philippe devient de plus en plus jaloux. En réalité, cependant, cela ne s'est jamais produit. Ayant rencontré son futur mari dans sa jeunesse, puis à l'adolescence, Elisabeth ne s'est jamais intéressée qu'à Philippe. Il n'y a aucune preuve suggérant que Porchy était une menace pour l'histoire d'amour de conte de fées d'Elisabeth et Philippe. La reine Elisabeth n'a pas refusé la demande de mariage de sa sœur. Dans The Crown, on parle beaucoup du refus de la reine d'autoriser sa sœur, la princesse Margaret, à épouser Peter Townsend, un ancien officier de la RAF et écuyer du roi George VI, dont la jeune sœur de Windsor est tombée amoureuse dans les années 50. Leur relation était particulièrement scandaleuse car Peter était un homme marié et avait 16 ans de plus que la princesse. L'émission comprend l'avertissement du monarque à Margaret qu'un tel mariage entraînerait son exclusion de la famille. Cependant, dans la vraie vie, Elisabeth avait tenu à assurer le bonheur de sa sœur et était allée jusqu'à rédiger des papiers qui permettraient à Margaret de conserver son titre royal lors de son mariage avec Peter. En fin de compte, la princesse a choisi de ne pas épouser Peter et a plutôt fait le lien avec Anthony Armstrong-Jones en 1960. Saison 2. Les mariages royaux sont au centre du drame dès le début de la saison 2, avec l'ouverture de l'action sur le Royal Yacht Britannia en 1957 à la fin de la tournée royale du duc d'E-Édimbourg. Les tensions entre la reine Elisabeth et le prince Philippe continuent de monter alors que le duc éprouve du ressentiment à l'égard de sa position au sein de la maison de Windsor. La liaison de Philippe avec cette danseuse de ballet n'était que pure spéculation. Bien que l'écrivain et créateur Peter Morgan soit resté particulièrement ambigu quant à savoir si les rumeurs sur les indiscrétions de Philippe sont vraies ou non,
Dans la saison 2 de The Crown, les téléspectateurs voient le prince flirter avec une journaliste, assister à un club de déjeuner secret pour gentlemen et utiliser un club réservé aux hommes. Tournée royale comme une chance de se laisser aller. Dans l'un des moments les plus mémorables de la série, Elisabeth découvre une photographie de la ballerine Galina Ulanova dans la valise de son mari. Ulanova, née en Russie, était considérée comme l'une des plus grandes ballerines de son temps. Mais, alors que The Crown suggère que Philippe avait une relation amoureuse avec le danseur, rien ne prouve que le couple se soit engagé dans une sorte de relation extra-conjugale. Les liens du roi Édouard VIII avec les nazis étaient peut-être plus profonds que la série décrite. Le 6e épisode de la saison 2, Vergangenheit, plonge dans la vie du duc de Windsor, ancien roi Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936 après moins d'1 an sur le trône, et explique qu'il était un sympathisant nazi. L'épisode voit la reine Elisabeth II accuser le duc d'avoir entretenu des discussions avec les nazis concernant un accord pour le faire revenir sur le trône avec sa femme, Wallis Simpson, pour qui il a renoncé à sa royauté, à ses côtés. Des historiens comme Hugo Vickers, B1 Closet Doors, The Tragic, Untold Story of Wallis Simpson, n'ont pas contesté que cette conversation ait pu avoir lieu. Cependant, la couronne montre que le duc tente de minimiser l'importance de ces faux pas, qu'il classe apparemment comme étant simplement de nature diplomatique. En vérité, ses liens avec le parti nazi étaient peut-être beaucoup plus étroits, le duc et la duchesse de Windsor semblant avoir été amis avec plusieurs officiers nazis. Le duc a admis plus tard qu'il avait été stupide et naïf à propos des Hitler dans une interview avec un journal américain en 1966. Rien ne prouve que Philippe ait joué un rôle dans le scandale Profumo. Le dernier épisode de la saison 2 insinue que Philippe a été impliqué dans le scandale sexuel de 1963 impliquant le ministre de la Guerre John Profumo et un ostéopathe appelé Stephen Ward, qui s'est arrangé pour que des hommes de haut niveau rencontrent des femmes. Alors que The Crown souligne correctement un lien entre Ward et Philippe, il n'y a aucune preuve pour lier le duc au scandale et Buckingham Palace a toujours nié l'implication du duc. Comme le montre l'émission, Ward avait esquissé le prince. Cependant, la série établit un lien direct entre les deux hommes, spéculant que Philippe avait assisté à plusieurs des fêtes sociétales de Ward. L'historien royal Christopher Wilson a depuis commenté l'intrigue comme un signe que la série devenait plus élastique avec la vérité. Saison 3. Un nouveau casting est introduit dans la saison 3 alors que la famille royale vit la fin des années 60 et entre dans les années 70. Il continue de dépeindre le règne de la reine et son monde derrière les murs du palais, mais commence également à plonger dans la vie des jeunes membres de la famille royale, à savoir le prince Charles Josh O'Connor, et la princesse Anne Erin Doherty. Les téléspectateurs sont présentés à Camilla Shand Emerald Fennell, la femme qui allait devenir la deuxième épouse de Charles. La réponse de la reine à la catastrophe des Aberfans. La catastrophe des Aberfans reste l'un des événements les plus tragiques de l'histoire récente de la Grande-Bretagne, avec 116 enfants et 28 adultes qui ont perdu la vie à la suite de l'effondrement catastrophique d'un terril de mine. La réponse de la reine Elisabeth à l'incident a été fortement analysée au cours des décennies qui ont suivi, mais la couronne va sans doute un peu trop loin en ce qui concerne ses défauts perçus. S'il est vrai que la monarque a pris plus d'une semaine pour visiter la ville galloise sinistrée, quelque chose qui a depuis été décrit comme son plus grand regret, l'idée qu'elle n'a pas été affligée par la perte tragique de la vie est pas vraie. Dans l'émission, elle apparaît comme froide et indifférente, mais certains de ceux qui ont assisté à sa visite se souviennent qu'elle était visiblement bouleversée par les événements qui s'étaient déroulés. Le moment des romances royales. La saison 4 commence à approfondir la vie du prince Charles de l'époque et de sa sœur la princesse Anne.
On voit les jeunes membres de la famille royale se lancer dans des relations amoureuses, la princesse royale s'impliquant avec Andrew Parker Bowles, Andrew Buchan, et le désormais roi sortant avec Camilla Shand. Cependant, alors que The Crown dépeint l'image d'un quadrilatère d'amour royal, les horaires des romances ne sont pas tout à fait corrects. Les deux relations ont eu lieu, mais en réalité, elles se sont produites à plusieurs années d'intervalle. Anne et Andrew ont commencé à se fréquenter à l'été 1970, bien avant que Charles et Camilla ne se rencontrent. En 1972, la princesse était déjà impliquée avec son futur mari Mark Phillips, leur fiançailles et leur mariage ayant lieu l'année suivante. Il n'y a peut-être pas eu de complot royal pour séparer Charles et Camilla. Il y a un désaccord important parmi les historiens royaux quant à la raison pour laquelle Charles a épousé Diana, plutôt que Camilla. Sally Bedell-Smith a émis l'hypothèse que la famille royale avait élaboré un plan pour que Camilla épouse Andrew Parker Bowles pendant que le prince était en mission militaire prolongée à Le-Tanger. C'est la théorie avec laquelle The Crown a couru, représentant la reine-mère et Lord Mountbatten renvoyant Charles et manipulant les familles Shand et Parker Bowles pour accélérer le mariage de Camilla et Andrew. Cependant, Hugo Vickers soutient qu'aucun plan de ce type n'a été mis en place, ou n'aurait été nécessaire, car Camilla était plus amoureuse d'Andrew que de Charles à l'époque. Saison 4. La famille royale est amenée dans les années 80 dans la saison 4 de The Crown, couvrant une histoire beaucoup plus récente que les séries précédentes. Deux personnages historiques notables rejoignent le casting sous la forme de Lady Diana Spencer, Emma Corrin, et de l'ancienne première ministre Margaret Thatcher, Gillian Anderson. La saison explore la relation tumultueuse entre Charles et Diana, et la reine et son nouveau Premier ministre. Les cambriolages du palais de Michael Fagan. Michael Fagan est entré par effraction dans le palais de Buckingham à 2 reprises au cours de l'été 1982. Il s'est servi un verre de vin lors de sa première visite et a en quelque sorte eu accès à la chambre privée de la reine Elisabeth II lors de sa seconde. Dans The Crown, Fagan, joué par Tom Brooke, fait irruption dans le palais pour exprimer son mécontentement face à l'intendance de Margaret Thatcher. Il parle directement à la reine, jouée par Olivia Colman, et s'assoit même avec le monarque pendant plusieurs minutes. Cependant, en réalité, la reine a quitté la pièce immédiatement après avoir réalisé qu'il y avait un intrus et Fagan a été rapidement expulsé de ses quartiers privés. De plus, la véritable raison pour laquelle Fagan est entré par effraction dans la résidence royale n'est pas aussi intéressante que le spectacle le prétend. Il a apparemment fait irruption sur un peu plus qu'un coup de tête et a depuis dit quelque chose vient d'entrer dans sa tête. L'objection de la princesse Margaret au mariage de Charles et Diana. Alors qu'avec le recul, il y avait de nombreux signes avant-coureurs indiquant que la relation entre Charles et Lady Diana Spencer n'allait pas fonctionner, la famille royale était apparemment satisfaite de l'arrangement et a choisi de poursuivre le mariage royal historique. Dans The Crown, cependant, Margaret s'oppose ouvertement à l'union et exhorte sa famille à annuler les fiançailles. Les réflexions intérieures de Margaret sur la viabilité de la relation sont bien sûr inconnues, mais rien ne prouve qu'elle ait partagé des réserves avec la famille. Et selon Helena Bonham Carter, qui a joué Margaret dans les saisons 3 et 4, l'embellissement est venu directement de son esprit plutôt que de toute source historique. L'intérêt de la princesse Margaret pour ses cousins secrets. Le principe héréditaire, est l'épisode 7 de la saison, était censé mettre en lumière un secret dont on parle peu de la famille royale, est l'existence de 2 cousins cachés dans une institution.
Bien que Lon sache que les deux cousins ont existé et sont nés avec un trouble du développement qui les a amenés à être pris en charge dans une institution, les événements décrits dans le drame scénarisé ayant un fondement, en réalité, ont été contestés. Par exemple, Margaret n'a pas découvert la vérité sur Nerissa et Catherine Boslion, les filles du frère de la reine-mère, et n'a jamais rendu visite aux cousins.